Brazzaville 1963. Un président renversé, des martyrs assassinés et un homme qui lui sait tout parce que tout le monde est venu lui parler. Dans un cabinet discret, des hommes puissants viennent confier ce qu'ils n'avoueront jamais en public. Il y a notamment des ministres, des procureurs, des archevêques, toute une panoplie de personnes qui viennent s'allonger sur un divan où ils parlent. Bienvenue dans le Mbangui littéraire, un podcast dédié à la littérature sans frontières. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'un roman qui m'a beaucoup fait réfléchir ces derniers jours. Un roman congolais, ce qui, vous le comprendrez, me touche de très près. Ce livre, c'est Le psychanalyste de Brazzaville de Dibakana Mankessi. Il a été publié aux éditions Les Lettres Mochetées et il a été couronné notamment du Grand Prix littéraire d'Afrique noire. Dibakana Mankessi, que j'ai eu l'opportunité de rencontrer lors du Salon du livre africain de Paris de cette année, est né en 1966 à Nkayi, en République du Congo, et il est sociologue de formation. Il a donc passé une grande partie de sa vie à écrire des biographies d'hommes illustres de ce pays. Il le dit lui-même dans une interview. Écrire ce livre était sa propre psychanalyse, une façon de comprendre d'où le mal est parti en République du Congo. Le docteur Kaya est le seul psychanalyste de Brazzaville. Mais avant de parler de ses passions, parlons de lui. Kaya n'est pas un homme serein qui écoute les autres depuis un fauteuil confortable. C'est un écorché vif. Il a été élevé par un père violent, marqué à vie par une enfance difficile. Il a choisi la psychanalyse autant pour comprendre les autres que pour se comprendre lui-même, le soignant qui lui aussi est blessé. Et c'est peut-être pour ça que son cabinet fonctionne, parce que Mankessi nous dit quelque chose d'important. La psychanalyse n'existe pas vraiment au Congo, mais la libération de la parole, elle existe depuis toujours, à travers le Mbongi, chez le Nganga, le guérisseur traditionnel, chez le prêtre, chez le pasteur. Partout, on vous dit la même chose. Parlez. On vous demande qu'est-ce qui se passe. Dites-le. Et Kaya fait la même chose dans son cabinet, en version plus moderne, dans un Congo qui vient de naître et qui veut se croire occidental d'une certaine façon. Ainsi, sur son divan défilent les puissants, des ministres, des procureurs, des expatriés au passé trouble, et Kaya note tout dans son journal intime. En parallèle, il y a notamment Masolo, et Masolo d'ailleurs en lingala qui signifie causerie. La première partie du livre est titrée Loba Masolo, qui sont justement les noms de cette protagoniste, qui peut se traduire par Parle Masolo. Donc, dès les premières pages, on se rend compte que ce roman est entièrement construit sur la parole libérée. Je veux vous lire un extrait du journal du docteur Kaya, daté du 16 août 1963, le lendemain du renversement du président Fulbert Yolo. Personne n'aurait pu prévoir ce qui s'est passé hier. Tout est allé trop vite. Le président a été renversé. Je l'ai appris à la radio. Je savais que les syndicalistes s'agitaient. Je savais qu'ils revendiquaient une augmentation de salaire. Et de là à penser qu'il en résulterait la démission du président, notre séance de mercredi soir au cercle a été annulée. C'est la première fois. Je comprends mieux pourquoi. Il y a aussi l'appel d'Herman, 2 jours avant. Il m'a appelé au milieu de la nuit pour me faire promettre de ne pas sortir de la journée. La consigne dans ce type de cas est de ne pas poser de questions. Ne dévoile jamais tes sources, m'a-t-on toujours enseigné au cercle. Ce qui est intéressant dans cette partie du livre, c'est que l'auteur laisse voir entre les lignes. Il y a notamment ces hommes du cercle qui, eux, savent à l'avance. Et ce sont notamment des Français qui reçoivent les instructions de leur ambassade. Il y a une date fixée, planifiée pour un soulèvement qu'on va appeler révolution populaire et qui était peut-être autre chose car il y avait des gens qui savaient en avance ce qui en résulterait. C'est pour ça que l'auteur le dit. Les syndicalistes ont été surpris par l'ampleur de ce qu'ils avaient déclenché. Personne n'avait prévu que ça se passerait comme ça. Et pourtant, des hommes quelque part, eux, ils avaient déjà décidé de ce qui devait arriver.
Et pendant que ces hommes se concertaient en dîner, dehors, la foule, elle croyait avoir le contrôle. Des gens ordinaires qui, en quelques heures, ont basculé, qui ont pillé, qui ont lynché des proches de Yulu, qui ont fait des choses atroces à leurs propres voisins. Car oui, ça également, ce sont des faits rapportés dans ce roman. L'auteur nous montre comment la misère et la colère légitime peuvent également devenir le carburant d'une opération que d'autres ont décidé bien avant. Et cette mécanique-là, on n'a pas besoin de chercher loin pour la retrouver aujourd'hui. Revenons au cabinet du docteur Kaya, qui n'est pas un lieu de soins, mais un nid d'espions également. Car sur ce divan où passent des hommes qui ont le sang de Lumumba sur les mains, des Belges, des gens liés à la CIA, au Mossad, au service français, russe, et j'en passe. Brazzaville, dans les années 60, est comme une plaque tournante de la guerre froide. Et ce petit cabinet au bord du fleuve Congo se retrouve sans l'avoir voulu au centre de tout. Autre chose intéressante encore dans ce roman, Kaya appartient au cercle, comme lui-même il l'appelle. C'est une sorte de société discrète aux allures de ce qu'on peut appeler aujourd'hui de loge maçonnique. Mais dans son cabinet aussi arrive ce que Freud peut expliquer. Madame Ngo, par exemple, dont le mari se transforme en léopard la nuit. L'architecte Roger Lelièvre, envoyé par De Gaulle pour moderniser Brazzaville, qui est lui hanté par des rêves liés à Mami Wata, la sirène du fleuve Congo. Et puis il y a cette confrontation que je n'oublierai pas. L'archevêque de Brazzaville, Monseigneur Théophile Mbemba, vient lui-même s'allonger sur le divan. Il demande au psychanalyste si la psychanalyse n'est pas simplement une autre forme de confession. Et là, on a deux hommes avec deux visions de l'âme humaine. Ce roman nous parle également des crimes non élucidés jusqu'à ce jour, notamment les assassinats de Joseph Poabou, Anselme Matsueme et Lazare Matsokota. Et d'ailleurs, l'auteur le dit que sans ces assassinats, ce livre n'aurait pas existé. J'ai également apprécié retrouver dans ce roman des personnages illustres comme Maria Ngwabi qui vient s'allonger sur le divan. On retrouve également Angwalima, le célèbre voleur de la République démocratique du Congo, qui a déjà été immortalisé par Alain Mabompo et qui traverse également ce roman. Je suis d'origine congolaise et ce roman m'a fait un bien fou. Parce qu'au Congo, certaines choses ne se discutent pas en public, même jusqu'à ce jour. Certains événements sont tus, pas parce qu'on a oublié, mais parce qu'il y a une certaine précaution. Et l'auteur, notamment, nous permet de les ouvrir. Il nomme ce qu'on ne nomme pas. Il fait dire à la fiction ce que les archives officielles refusent encore d'admettre aujourd'hui. Et il y a quelque chose que ce roman m'a confirmé et que j'avais du mal à formuler avant de lire. On nous a souvent vendu un Congo d'avant paisible, presque idyllique. Nos grands-parents, nos oncles, ils nous parlent avec nostalgie, mais ils ferment souvent les questions sur ce Congo-là. Et par contre, Mankessi, à travers ce livre, brise ce mensonge. On voit également que ce Congo-là saignait. Il était traversé par des trahisons, des ingérences politiques, tous les corollaires d'une société violente que personne ne voulait nommer. Et on ne peut pas parler dans ce livre sans parler de Masolo, qui elle a une licence en droit, une jeune femme brillante, mais dès que le régime change, sa famille se retrouve du mauvais côté. Et chaque porte qu'elle frappe se referme de la même façon. Elle finit femme de ménage chez le docteur Kaya sans jamais révéler qui elle est vraiment. Et elle devient témoin visible. Et à travers l'histoire de Masolo, Mankessi montre que l'histoire d'un pays se lit aussi dans les vies de ceux que cette histoire broie sans les regarder. Et c'est le cas de la famille de Masolo, c'est le cas de son frère Yazolé emporté, son amour Ibogo perdu, une relation que sa famille refusait d'assumer d'une certaine façon parce qu'il n'était pas du bon milieu. Et il y a aussi ces débats qui résonnent encore entre Masolo
et ses amis qui n'arrivent pas à comprendre comment Léopold Sédar Senghor, le père de la négritude, peut être marié à une femme blanche. Et pour finir, je vais vous lire les dernières pages du roman. Nous sommes à un enterrement. Masolo accompagne le docteur Kaya aux obsèques d'Herman, un homme qu'elle n'a pourtant jamais rencontré de son vivant. Et c'est là, devant ce cercueil d'inconnus, que tout ce qu'elle n'a pas pu pleurer remonte d'un coup. Lorsque le cercueil fut descendu dans le caveau, ce gouffre sans fond qui semblait attendre avec avidité de recevoir la caisse en bois, Masolo plongea dans la grande affliction collective qui accompagnait ce moment. Elle pensa au commandant et à Ibogo, réalisant qu'elle accompagnait à sa dernière demeure cet homme, un inconnu, alors qu'elle avait été privée de le faire pour ces deux-là qui avaient partagé sa vie. Elle pleurait les absurdités de la vie. Elle pleurait de ne plus jamais connaître l'identité du père de son fils. Elle pleurait d'avoir vu s'isoler son frère, assassiné. Elle pleurait sur ce temps qui passe, sans aucun espoir de retour. Elle pleurait sa vie, là, à l'enterrement d'Herman, cet homme qu'elle n'avait jamais vu, cet homme dont elle n'avait jamais entendu parler avant sa mort. Le passage final du livre ne conclut rien. Il n'emballe pas le roman dans un message propre et rassurant d'une certaine façon. On voit Masolo qui pleure un inconnu parce que l'histoire lui a volé le droit de pleurer les siens. Son frère assassiné, Ibogo, son enfant, son père, sa carrière confisquée d'une certaine façon. Elle n'a pas eu de funérailles pour tout ça, pas de cercueil. Alors elle pleure. Et en pleurant Herman, elle pleure enfin tout le reste. Parce que oui, les grandes tragédies collectives ne se mesurent pas au nombre de morts. Elles se mesurent au deuil qu'on n'a pas eu le droit de faire.